Mesdames et messieurs, bonjour. De passage à Paris, nous recevons Aziz Dominique de Marseille, grand journaliste d'investigation, homme politique et membre du Parti congolais du travail. Cher Aziz, bonjour. Bonjour Lucien. Bien, écoutez, cher Aziz, aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui fait beaucoup de bruit. C'est le traitement par la presse occidentale française, voire même de la diaspora, de ce qu'on appelle les biens mal acquis. Quelle est votre position là-dessus? Je peux avouer que j'ai une position mi-figue, mi-raisin. D'un côté, la presse en général, soit-elle la presse occidentale ou celle de la diaspora, elle a un parti pris qui m'étonne. Elle ne traite ce sujet que sur le plan de l'actualité développé par les ONG. Je parle de Transparency International et de Sherpa, parce que c'est Transparency International et Sherpa qui déclenche cette affaire de biens mal acquis, et elle traite cette affaire comme si on ne peut avoir l'information que du côté de Sherpa et de Transparency, comme si on ne peut pas descendre en Afrique, regarder de plus près les origines de ces fonds-là et puis enquêter dans le pays où le vol a eu lieu. Puisque quand on dit bien mal acquis, ça sous-entend déjà par la connotation bien mal acquis que l'acquisition est frauduleuse. C'est un bien qui a été acquis de manière frauduleuse. Mais cette fraude est décelée en France et n'est pas décelée dans le pays. On n'a pas dit que l'argent volé en France pour acheter un bien en France. L'argent volé en Afrique, et dans le cas du Congo, pour venir acheter un bien en France. Alors celui qui découvre la fraude, qui prétend trouver la fraude, c'est une ONG française, qui n'est pas partie au Congo, en Afrique pour faire l'enquête, mais qui, par le fait de voir un bien acquis, le qualifie de frauduleux parce qu'ils estiment que les personnes qui achetaient ces biens-là n'ont pas qualité et compétence de les acheter. Et quand ils le déclarent, la presse, qui est un maillon important d'investigation, qui devait chercher entre ta parole et sa parole, où se trouve la vérité, la presse, de manière générale, ne se lit que d'un côté. Oui, Sherpa a dit, Transparency a dit, il y a des biens mal acquis. Mais est-ce qu'on ne peut pas partir, nous qui sommes journalistes de profession, est-ce qu'on ne peut pas quitter ce chemin-là, rentrer dans l'investigation? Ici, en Europe, les grandes têtes tombent. Quand on parle d'une certaine information, on va fouiller en profondeur, on trouve la quintessence de ces dires-là. Or, quand je regarde la presse occidentale en général et celle panafricaine, cette presse ou ces presses ne jouent pas le rôle d'une presse qui fait l'investigation. Sherpa a parlé, Transparency International a parlé, allons-y enquêter sur le revenu de chaque autorité. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'un président comme Bongo a comme revenu par mois ou par année? Est-ce que le revenu du président Bongo peut lui permettre d'acheter un loyer? Est-ce que ce revenu est fixé par la loi gabonaise? Si oui, ce n'est pas la fraude. Est-ce qu'on peut regarder un revenu d'un chef d'État équato-guinéen, comme Obiangema? Est-ce qu'on peut regarder un revenu d'un chef d'État congolais, comme Denis Sassou Nguesso? Est-ce que ces revenus sont fixés par la loi? Si oui, est-ce que ce revenu, amassé 5 ans, 10 ans, 15 ans, ne peut pas permettre à ces chefs d'État de s'acquérir un bien en Europe? Pour le cas des ministres, pour le cas des enfants de chef d'État, comme on dit, qu'importe la personne, la suspicion, ce n'est pas l'information. Il faut quitter le stade de la suspicion pour aller au stade de la vérité creusée. Mais je n'ai jamais vu un commentaire, je n'ai jamais vu une recherche approfondie qui peut montrer que M. Lucien Pambou, fils de telle autorité politique, n'est pas capable de réunir telle somme pour acheter tel bien. Mais il suffit qu'une ONG jette sur la place publique, nous presse, on nous prend que la partie ONG et on se met à épiloguer dessus. Voilà une première lecture succincte de ce que la presse occidentale et la presse de la diaspora, et la presse africaine, panafricaine, jouent sur le dossier des biens mal acquis. Alors justement, à propos de cette presse, certains vous disent qu'il est impossible de mener des investigations dans les pays d'origine des ministres ou des présidents de la République. Parce que le droit à l'expression est quasiment, effectivement, un droit interdit. Alors, comment faire? Bien, mais s'il est impossible de mener, est-ce qu'il est possible d'accuser si on n'a pas mené l'enquête? Voilà le contre-pied. S'il y a une impossibilité de démontrer que je ne peux pas faire l'enquête, pourquoi j'ai la possibilité d'accuser qu'il a volé? Voilà le problème. Transparency International, prends le cas de Sherpa. Bien. Le président s'appelle Daniel Lebègue. Daniel Lebègue débarque un bon jour en Guinée équatoriale, chez Obiangema. Il est homme d'affaires, il investit dans le pétrole, on lui donne un cahier de charge. Un temps après, on s'assoit pour regarder qu'est-ce que tu as fait de ton cahier de charge. Monsieur n'a pas obéi à son cahier de charge. On retire le marché, on donne aux Chinois. 2 mois après, les biens mal acquis, la Guinée équatoriale est dans le collimateur. Si nous sommes presse, nous prenons cette déclaration de Sherpa
qui est pour patron Daniel Lebègue, et que pour avocat William Bourdon, nous nous mettons à piloguer dessus, à tirer sur les chefs d'État parce que l'ONG a dit. Mais nous ne regardons pas que dans la recherche de jeunes investigations que je suis, j'ai découvert que monsieur Sherpa, dont le président est Daniel Lebègue, a été un homme d'affaires en Guinée équatoriale qui a reçu un cahier de charges pour exploiter le pétrole en Guinée et qui n'a pas obéi au cahier de charges. Les autorités équatoriennes ont ravi le contrat, ont donné aux Chinois. Et quand ils rentrent, il déclenche les biens mal acquis contre le président équato-guinéen. Mais avant d'aller en Guinée équatoriale, ce président n'était pas un homme cité parmi les biens mal acquis. Alors quand je vois ces journalistes, est-ce que je ne peux pas me dire qu'il y a un règlement de compte caché et que le journaliste ne doit pas épouser comme ça, de manière aveugle, l'opinion de cette ONG et se mettre à épiloguer dessus? Il faut chercher, il faut creuser. Quand on creuse, on se dit, les intérêts de cette ONG menacée font qu'il place ce chef d'État sur la rampe d'une actualité totalement négative. Et c'est ça peut-être. Alors, pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi vous dites on a du mal à aller enquêter? Monsieur, on a du mal à aller enquêter. Il faut pas épouser une raison monocolore. Qui n'écoutait un seul son de cloche, n'écoutait qu'un seul raisonnement. Il faut bien écouter les deux sons de cloche. Si vous dites c'est impossible d'aller enquêter, est-ce que combien on demandait d'aller enquêter? Est-ce qu'on peut me démontrer? Je dis que non. Il y a RFI, il y a France 24, on débarque à Brazzaville, on cherchait à voir quel est le revenu du chef de l'État, on leur a fermé la porte au nez. Qui a demandé? Un jour, M. William Bourdon fait la demande d'aller en Guinée équatoriale. Il fait une longue facture pour qu'on paye les frais. Mais si vous allez en Guinée équatoriale, vous demandez au chef d'État guinéen de vous payer les factures. Quand vous allez faire votre enquête, c'est impossible. C'était révélé comme un véritable désordre. Vous voulez aller faire l'enquête, vous êtes indépendant, vous avez des moyens. Débarquez en Guinée. Lui, quand il est le président guinéen, il fait une liste avoisinant de 33 millions de francs CFA. Et bien, on va lui donner 33 millions de francs CFA. Et après avoir donné cet argent, comment va-t-il faire son enquête de manière impartiale? C'est pas possible, voyez-vous. Et moi, en tant que journaliste, je dis comment est-ce qu'on peut, comme ça, prendre parti dans un débat qui met au mal les chefs d'État africains. Et quand on dit chefs d'État africains, ils ne sont pas nombreux. L'Afrique, comptant 52, 54 États, il n'y a que 3 chefs d'État qui sont mis en épingle. Donc, il n'y a que le président congolais, il n'y a que le président gabonais, le président équateur-guinéen, le président gabonais, même actuel également, on en parle. Mais il n'y a que ces 3 chefs d'État qui ont des biens mal acquis en Europe, en France en général, en particulier. Donc les autres sont, dans l'odeur de sainteté, n'ont pas un bien. Quand vous avez une lecture aussi squelettique, en tout cas borné, on commence à douter de la crédibilité des médias parce que ce travail aurait un sens si on avait regardé beaucoup de chefs d'État africains parce que beaucoup ont des maisons, ont des biens en Europe. Ça c'est un. Et de deux, regardez la place de Paris, Lucien Pambou. Aujourd'hui, quand vous allongez les Champs-Élysées, tout est acheté par les Russes, par les Chinois, par les Émirs. Mais à ton diable, est-ce que cet argent est propre? Qui peut me démontrer qu'un jeune comme celui qui gère Paris Saint-Germain, ce jeune gars qui a moins de 50 ans, qui a le jet privé le plus cher au monde, et qui peut acheter Neymar à un prix exorbitant, qui peut acheter Mbappé à un prix exorbitant. Et on peut penser que sa richesse ne se justifie pas. On dira oui, il a hérité de ses parents. Donc l'Afrique, c'est un continent de misère. Il n'y a pas de gens riches en Afrique. Si l'Afrique ne marchait pas bien, dis-moi, les Chinois sont où en Afrique? Les Occidentaux sont où en Afrique? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en Afrique si c'est un pays de pauvres et de merde? La bataille qui se fait en Afrique aujourd'hui, mais c'est la bataille de l'économie. L'Occident, pour se développer, a besoin des matières premières. Elles viennent d'où? Si moi, je rentre dans l'or, je fouille l'or, je creuse l'or de manière artisanale, 5 ans après, ça fait combien de millions je peux ramasser chez moi? Et si je viens acheter une maison ici, c'est un bien mal acquis. La richesse en Afrique, tout l'Occident court en Afrique et c'est l'Afrique qui est un mauvais continent. Attends, on parle de quoi là? Alors, voilà le débat. Justement, élevons le débat, Asie Dominique de Marseille. Pourquoi, vous avez donné plus ou moins la réponse, mais pourquoi ces 3 chefs d'État seulement? Pourquoi pas les autres? Moi je me dis, c'est un règlement de compte qui marche. Pourquoi? Je vais vous donner une preuve d'une presse. La presse panafricaine. Je prends l'exemple d'Afrique Éducation, géré par mon très éminent confrère Jean-Paul Tega. Oui. Tega a une histoire qui m'étonne complètement. Tega débarque au Congo après la guerre du 5 juin. Voilà. Tega débarque, le Congo est conspiré, refusé par tous les médias. Tega, la chose de Bakar Brazzaville, a les honneurs du pouvoir congolais qui vient de sortir de la guerre, qui a besoin de se faire connaître comme un pouvoir bon, qui a besoin de se faire une toilette. Alors donne l'exclusivité à Tega, qui sort des numéros sur le Congo et qui reçoit de l'argent. Il repart. Et Tega pense que non, c'est la poule aux œufs d'or. Il revient des années après, dit écoutez, cette fois-ci, il a tiré un numéro, il fait déjà sa facture et c'est le voit à près de 500 millions de francs CFA, la moitié d'1 milliard. Alors la facture arrive, les autorités ont dit non,
En tout cas, nous, on n'a pas cautionné ce genre de travail. Excusez-nous, on t'avait reçu pour faire un travail précis. Maintenant, avant de faire ce travail, tu aurais pu nous voir. À cette facture, on ne peut pas payer. Tes gars bousquent toutes les portes. Personne n'a voulu recevoir sa facture de 500 millions. Et tes gars repartent chez lui, ferment les valises. Allez, il se met à tirer sur le Congo-Brazzaville. Et quand il a la possibilité d'avoir un opposant congolais qui passe même par des ONG, il a la possibilité de gratigner. Et Tega n'a pris tout son temps, consacré son média qu'à taper sur Brazzaville. Parce que sa facture n'a pas été payée. Personnellement, j'ai rencontré Tega, j'ai rencontré Tega au Gabon. Je lui ai dit, mon frère, les lions ne se mangent pas. Ce que tu fais sur le Congo, ça m'étonne. C'est du journalisme adultérin. C'est du journalisme de bas étage, de bas niveau. C'est du journalisme nain, c'est du nénisme, mais c'est petit comme ça. Ça ne fait pas évoluer ta caricature, ta carrure, ta dimension de journaliste. Je suis désolé. Si tu es rendu dans ce métier par des fractions, rattrape-toi, va apprendre. Tu es pédagogue, on me dit, mais tu deviens journaliste, autoproclamé journaliste. Mais va apprendre, mon frère. On ne peut pas consacrer ses pages qu'à tirer sur un pays. Vous pensez que ceux qui sont de ce pays ne connaissent pas. Mais ils lisent vos pages. Ils savent ici, c'est la vérité, là, c'est le mensonge. Et vous voulez tromper qui? Revisez votre plume. Mettez-vous sur l'actualité. Soyez sérieux, mon frère. Je l'ai parlé comme ça au Gabon. Dans sa chambre, nous étions au deuxième étage de l'hôtel Méridien du Gabon. Voyez-vous? Et ce monsieur n'a pas compris. Et tout le temps, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il faut le milieu de l'opposition de ses chefs d'État. Lui, il est camerounais. C'est pas bien qu'il est dans le lot. Et il trouve, ben voilà, et si William Bourdon, avec Sherpa, peut régler le problème des chefs d'État africains, lui prend ses conclusions, ben, il le met dans des journaux. Et il a tapé sur tout ce qui entoure le président, le milieu du président Sassou. Alors voilà comment une presse, par exemple, se met comme ça, règle les problèmes d'un État pour des raisons personnelles. La plupart des cas, Lucien Pambou, et ça je peux le dire, je crois qu'on ne va pas me démentir, les médias occidentaux se prévalent d'être, comment je peux appeler ça? Ils pensent qu'ils sont tellement crédibles qu'ils peuvent se permettre une ligne éditoriale complètement négative sur l'Afrique. J'ai aimé le coup de gueule du président Condé. Ce coup de gueule du président Condé m'a intéressé. Voilà que France 24 débarque en Guinée. Monsieur le Président, le pays n'a pas évolué. Ah là là là, là Condé après, le pays n'a pas évolué. 50 ans après les indépendances, ou 60 ans, vous pensez qu'on n'a pas évolué? Alors comme de quoi qu'est-ce que vous faites dire que le pays n'a pas évolué? Il lui pose la question, ça va, faites-nous le point de votre mandat. Il dit, attends, je le fais devant, pas devant RFI, pas devant France 24, mais je le fais devant le peuple guinéen. Vous venez avec des idées déjà arrêtées sur la Guinée équatoriale. Vous avez toujours des idées arrêtées sur le continent africain. J'aurais bien aimé qu'on écoute ce monsieur. Mais ça ne vous intéresse pas. Non, mais si vous avez dit aussi... Ce qui vous intéresse, c'est venir en Guinée avec des idées arrêtées. Non. Quand vous dites que la Guinée n'a pas... Mais madame, je suis choqué de vous entendre dire que la Guinée n'a pas émergé. J'ai bien entendu, monsieur le Président. J'ai bien entendu. Je suis choqué. Non, je suis choqué. C'est de cette désinformation de l'histoire de la Guinée. Vous aviez dit la Guinée n'a pas décollé, alors que... Monsieur le Président... Quel était notre PIB? Demandez au Fonds monétaire, la Banque monétaire, le Fonds monétaire est là. Quel était notre PIB en 2011? Quel est notre PIB maintenant? Madame, ou bien vous vous informez, ou vous venez avec des idées arrêtées pour aller... Est-ce que ce n'est pas la peine de venir en Guinée? Vous restez en France et vous le dites. Vous dites après qu'il n'a pas décollé, vous venez en Guinée, vous ne savez rien. Quand en 2000, ceux qui sont venus ici en 2011, il y avait combien d'hôtels? Et s'ils pouvaient dormir? Il n'y avait que le nouveau hôtel. Aujourd'hui, il y a combien d'hôtels? Vous êtes très contente d'être au Millennium, d'être au Sheraton, d'être au Palm Hotel ou bien d'être à Kaloum. Si vous venez en 2011, il y avait ça. Vous, en Guinée, n'a pas bougé, il y avait ça. Aujourd'hui, vous êtes très content d'avoir des hôtels où vous pouvez dormir comme à Paris. Et vous venez me dire la Guinée n'a pas décollé. Mais non, madame. Si vous êtes venu avec des idées, vous êtes venu avec des idées arrêtées, alors partez avec vos idées arrêtées. Vous êtes venu avec des idées arrêtées pour présenter les mauvais éléments de la Guinée. Comment quelqu'un peut dire, quand on ne savait même pas où dormir, vous êtes venu ici en Guinée avant, et s'il y avait un hôtel, un nouveau hôtel, quelqu'un passe avant la nuit, il passe pas la nuit, le lendemain. Monsieur le Président. Mais alors, quand même, informez-vous. C'est-à-dire, votre rôle, ce n'est pas de présenter la Guinée, c'est de masquer les réalités et de présenter ce que vous voulez. Alors parlons de l'actualité, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de moi, vous ne pouvez être tout seul. Quand Jeune Afrique fait une grande interview sur un pays, demandez-moi combien de chefs de ce pays a sorti pour financer Jeune Afrique. Quand la télévision occidentale arrive, soit-elle n'importe quelle télévision, pour faire un spécial pays africain, le pays africain a dû débourser beaucoup d'argent. Donc, il y a des chefs d'État qui pensent que pour mieux se faire voir, pour mieux se faire soigner, il leur faut des médias occidentaux, alors qu'il y a des médias africains qui peuvent faire leur affaire. Et ils dépensent à coups de millions. Malgré ces coups de millions, la ligne éditoriale n'est toujours pas favorable aux pays africains.
Ils ont dû prendre l'argent aujourd'hui. Il faut un spécial Congo, un spécial Gabon, un spécial Guinée. Demain, après avoir bouffé leur argent, ils reviennent sur les mêmes choses du pays qui ne marchent pas. Alors justement, et c'est ça le problème. Donc d'un côté, il y a la faute des chefs d'État africains qui pensent que leur bonne lisibilité se passe par les médias occidentaux. De l'autre côté, il y a les médias occidentaux qui ont pensé que non, les chefs d'État africains, pour mieux se faire voir, ils ont besoin des médias occidentaux. Eh bien, c'est la preuve facile. Ils descendent en Afrique avec des factures faramineuses et puis voilà, ils se font les poches. Voilà, c'est ça. Asie de Marseille, Asie de Marseille, soyons sérieux. Vous l'avez dit vous-même. Mais pourquoi les chefs d'État n'organisent pas la contre-attaque, la contre-offensive, avec des journalistes comme vous, de métier, d'investigation? Pourquoi ils ne le font pas? Prenons un exemple. Pourquoi le chef d'État congolais, Denis Sassou Nguesso, auquel ne vous confierait pas une mission, pour organiser cette contre-attaque dans les médias occidentaux et en Occident? Je crois que c'est un manque de confiance. C'est-à-dire, il ne croit pas que un journaliste congolais, comme je suis là, je suis à Paris, que je suis capable d'organiser une conférence à Paris sur les biens mal acquis devant la presse française pour dire vous avez pris mal le coach, vous n'êtes pas sérieux. Voilà ce que vous faites en Afrique. Voilà. Descendez en Afrique, discutez, comprenez. Parce que vous ne pouvez pas dire que non, les biens sont mal acquis. Allons-y regarder dans l'ensemble. Moi, j'aurais bien aimé avoir la presse française devant pour dire l'ensemble, c'est quoi? Dites-moi, quand on arrive en France, on achète un bien. Ça ne s'achète pas comme on achète une maison à Brazzaville, où on s'entend dans un salon avec Lucien Pambou, prends l'argent, donne-moi la maison. Ici, ça passe par un cheminement de droit. Il y a le notaire qui s'occupe de l'établissement et de la véracité des textes, des documents. Ce document est crédible, il est vrai. C'est lui qui vous dit, vous devenez propriétaire de telle maison. Mais ces officines-là, ces officiels français, mais agissent en tenant compte de la loi française. Comment voulez-vous acheter un bien mal acquis? Le notaire est français, les démarchés sont français, les banques sont françaises, et les banques et les notaires sont dans le faux, puisque le bien est mal acquis. Donc le notaire français copine dans le faux, le démarcheur, l'agent immobilier dans le faux, la banque dans le faux. L'argent, le bien ne s'achète pas en France en cash. On fait un virement bancaire dans un autre virement bancaire, d'une banque à une autre. Alors, est-ce que la banque française ne peut pas dire, monsieur Pambou, vous, monsieur Azi, vous êtes ministre au Congo, de qui détenez-vous, comment justifiez-vous avoir autant d'argent? Mais la justification d'argent se fait par la banque. C'est pas l'ONG à la maison qui sait quelle est la somme que j'ai détenue pour acheter la maison. C'est la banque à qui on demande, fais-moi le virement dans le compte de telle agence pour payer telle maison. À la banque, il dit, mais attends, est-ce que ce virement qui vient d'Afrique, monsieur Azi, oui, vous êtes ministre congolais, oui, vous avez demandé qu'on puisse virer tant de sommes dans votre compte et pour acheter un bâtiment. Est-ce que pour nous justifier cette somme-là? Mais la banque française le fait aujourd'hui, un simple citoyen. Monsieur Pambou, vous n'allez pas me démentir. Si je dépose juste 5 000 euros dans mon compte, on va me demander d'où vient cet argent. Vrai ou faux? Bien sûr. Bien. Maintenant, si je fais virer des millions d'euros dans mon compte, à la banque de demander d'où vient cet argent. La banque est capable de bloquer parce que la justification n'a pas été normale, n'a pas été, on n'a pas justifié la provenance de ces sous-là. Mais si la banque autorise que l'argent arrive, le notaire veille sur la crédibilité de l'action et j'achète la maison, en quoi ce bien est mal acquis? Alors que la banque qui vérifie sur l'authenticité des fonds a donné son accord, la banque a viré, le notaire a certifié conforme les documents en sa possession. Et en ce moment-là, le bien mal acquis, il est mal acquis en quoi? Est-ce qu'il est mal acquis parce que le notaire français est corrompu, la banque française est corrompue, l'agent immobilier est corrompu, les documents qui sont des faux documents? Mais à la fin, j'aimerais bien dire à cette presse française, et cette même maison que j'ai achetée, chaque année je paie les impôts. Voilà l'État français qui prévoit les impôts sur un bien mal acquis. Alors, et le voleur et le receleur sont punis de la même peine. Du coup, si le Congolais qui a acheté le bien est un voleur, mais la France est un État qu'on peut punir pour recel. Dans ce moment-là, la France qui est recel paie les frais, les mêmes frais que le voleur. Alors un bien mal acquis en France, chaque année, on paie les impôts sur ce bien mal acquis. Alors où sommes-nous? Est-ce que la presse française se dit, le bien mal acquis, oui, comment on peut acquérir un bâtiment en France? Quels sont les mécanismes? Parce que quand on connaît comment fonctionne le système, on peut penser qu'il y a eu mauvaise acquisition. Mais quand on ne connaît pas, comment peut-on taxer le bien mal acquis? Je n'ai jamais lu dans la presse française une démonstration de l'acquisition du bien et par comparaison, il est mal acquis. J'entends bien mal acquis, les chefs d'État africains achètent. Mais ils achètent comment? Qui avalise? Qui accepte de payer? L'argent part par où? Ce n'est pas l'argent qu'on en met dans une mallette, qu'on dépose en main à M. Pambou. C'est l'argent qui passe par des officines bien connues et dont la réglementation est
sérieuse, méticuleuse. Il n'y a pas, en Europe, il y a parmi les pays qui sont durs en matière de législation financière, il y a la France. Bon, d'où vient-il que la France se met comme ça, à permettre aux chefs d'État d'acheter les biens, sans justifier, même aux ministres, même aux envoyés chefs d'État, sans justifier leurs revenus. Qui doit justifier? C'est l'homme. L'homme justifie par la demande de la banque. Vous dites-moi que c'est l'ONG qui me demande, monsieur Azidou, est-ce que je vais raconter ça à une ONG? Non. C'est à ma banque de dire, monsieur Azi, vous avez demandé qu'on paye telle maison, mais justifiez-nous l'origine. Cette banque n'a pas demandé à ma banque à Brazzaville, monsieur, vous avez viré tel argent dans tel compte, est-ce que monsieur Azi dit oui? C'est son argent dans son compte ici, il est détenteur de tant de millions dans son compte, maintenant il veut acheter un bien et nous avons viré comme il a demandé. Alors, maintenant si cet argent même volé au Congo, il fallait découvrir le vol. Alors, là, ça arrive en France, la banque française prend, le notaire valide et on achète le bien, on me donne les titres fonciers ou je sais pas quoi, je suis propriétaire d'une maison, après une ONG apparaît et dit bien mal acquis. Est-ce que l'ONG a qualité compétente de qualifier le bien mal acquis quand il ne connaît pas la provenance des fonds? Et c'est ça le débat qu'on aurait pu poser sur la place publique, qu'on aurait pu poser avec les médias français. Et comme tu le dis mon cher confrère Pambou, les chefs d'État africains n'ont pas confiance en leurs propres journalistes. Moi, j'aurais bien aimé, comme dit M. Azi, allez-y à Paris, remettez la paix, ou bien convoquez vos amis journalistes ici, au Congo, essayez de les entretenir sur le mécanisme des biens mal acquis. Voyez-vous, je suis à Paris avec vous, m'interrogez. Invité par le club France Libre Propos. Vous m'interrogez, mais est-ce qu'on ne peut pas organiser une conférence comme ça avec les médias occidentaux pour qu'on mette fin à cette histoire des biens mal acquis, qui n'est que de manière squelettique par la presse? On accuse, et personne n'est capable. Vous entendez? Et non, on ne peut pas justifier. Dites-moi, comment les Russes ont fait pour acheter toute la France? Comment les Émirs ont fait? Comment les Chinois ont fait? Les Français n'ont plus rien sur les Champs-Élysées. Est-ce qu'on a pu regarder comment ils ont eu cet argent? Bon, moi je vous ai posé la question. Un Émir qui achète Paris Saint-Germain, c'est l'âme de Paris. Paris Saint-Germain, la capitale de la France. Et ce monsieur n'a pas acheté, il a aujourd'hui acheté les joueurs les plus chers au monde, c'est Neymar et Mbappé. Comment il a fait pour les acheter? Il a l'argent. On ne peut pas regarder parce qu'il est riche, dont les Africains sont des pauvres. Attends, il n'y a pas de riches en Afrique, quoi. Donc l'argent, c'est un jeune qui a moins de 50 ans, comme il est blanc, il est riche, ou quand il est arabe, il est riche, quand il est chinois, il est riche, quand il est russe, il est riche. Quand il est arabe, mais quand il est africain noir, il n'est pas riche. Donc on ne peut pas le permettre. Attends, nous sommes où? Et pourtant, vos pays vont puiser là-bas. Vous avez aujourd'hui au Congo le pétrole, 7e pays producteur de pétrole. On pleure. Quelles sont les délégations qui vont au Congo? En RDC, pour créer le seul téléphone que vous avez, ça se prend en RDC. On peut fabriquer un téléphone sans passer par la RDC. Mais combien de pays se battent par leur RDC? L'Afrique est pauvre, mais les gros vautours viennent d'Europe pour aller en Afrique. Et ce continent concentre presque la totalité des réserves mondiales de chrome au Zimbabwe et en Afrique du Sud, 90% des réserves de platine en Afrique du Sud, 50% des réserves mondiales de cobalt, surtout en République démocratique du Congo et en Zambie, du gaz, du pétrole, surtout au Soudan, dans le golfe de Guinée, dont le Nigeria, qui est aujourd'hui le 9e producteur mondial de pétrole. On trouve aussi d'importantes réserves en or, diamants, manganèse, du cuivre, du fer, de l'uranium, du charbon. Donc, ce continent est riche, et donc il est logique qu'il intéresse les Américains. Asie Dominique de Marseille. Certains disent, en effet, que les chefs d'État, leurs familles, utilisent des sociétés écrans, utilisent les rétrocommissions pour pouvoir s'enrichir, pouvoir acquérir des biens, sans que leur nom n'apparaisse. Vous savez, Lucien, j'ai toujours dit, notre métier, exclut que nous restons sur des appréhensions. Il faut investiguer, chercher. J'ai dit, les têtes tombent en Europe. Quand on quitte le chemin de la suspicion, on va de la recherche approfondie. Qu'est-ce qui s'empêche à nos médias, à ces médias, à nos collègues journalistes, d'aller fondamentalement dans l'investigation et détrôner et découvrir qui a fait quoi? Il y a eu un dernier rapport de Global Witness qui a pondu une histoire et l'État congolais réagit. C'est faux, voilà. Mais contre cette attaque de Global, que l'État congolais reprend, mais à la peine d'aller voir entre l'État congolais et Global, qui a raison? Alors si nous nous arrêtons à l'unique affirmation d'une ONG, l'unique rapport que nous avons entendu, et nous mettons à épiloguer là-dessus, on ne fait pas œuvre professionnelle. Ce métier demande qu'entre le débat des deux, allons-y chercher d'où vient le mal. La liberté de la presse est une liberté relative, qui tient compte de la ligne éditoriale du média et qui tient compte du pays. La place de Paris, je vois pas les médias panafricains qui se disent non, combattant ce mauvais discours.
ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai, ou bien allons-y à la recherche. Vous avez posé un problème, vous dites, pourquoi est-ce que les chefs d'État africains ne font pas confiance aux journalistes africains pour organiser ce genre de débat contradictoire? J'aurais bien aimé, je dis, ils n'ont pas confiance, ou leur coup ne comprend pas que un Asie Dominique est capable d'amener des collègues dans une salle, de débattre fondamentalement de la question des biens mal acquis, avec question-réponse, et de répondre. Qu'il pose la question, M. Aziz, on se met à répondre. Vous avez un chef d'État comme celui de Guinée équatoriale, le fils d'Obiang. Ce monsieur, d'après la loi équato-guinéenne, on peut faire la politique et les affaires. Mais chaque pays a sa loi. Vous n'avez pas vu que les pays africains sont obligés de vivre comme la France? Non. Le monsieur, il est vice-président de son pays. D'une manière ou d'une autre, il est le vice-président. C'est la loi équato-guinéenne. Et il fait des affaires. Il est patron d'une grande société d'exploitation forestière. Et le bois, c'est le pétrole vert. C'est l'or vert, comme on dit. Il y a beaucoup d'argent dans le bois. Ce monsieur, un bon matin, arrive en France, s'achète des montres de luxe comme il veut. Ce monsieur s'achète les voitures qu'il veut. Donc, Transparency pense que, comme ils ont un contentieux avec la Guinée équatoriale, non, ce vice-président a volé de l'argent. Même sans le démontrer. Un bon matin, les voitures rentrent dans l'ancienne ambassade de la Guinée équatoriale et ils sont amenés, filmés par la presse et diffusés. L'enceinte d'une ambassade est protégée par l'immunité diplomatique. On a passé outre cette immunité, on a fait éruption de l'ancienne ambassade, on dit non, ce bâtiment acheté par Obiang Fils. Même si c'est acheté par Obiang Fils, dès que ce bâtiment loge l'enceinte d'une ambassade, le bâtiment est déjà protégé par l'immunité diplomatique. Mais on a fait fi de tout cela, permis par la France, mais par le juge français. Mais la justice répond aussi à la domination du pays. Vous voulez que la justice congolaise soit contre le Congo et c'est la France soit contre la France? Mais il y a des intérêts, c'est comme la presse. La presse congolaise, la presse française, la presse américaine. Donc chaque presse est le relais de son pays. Et voilà comment on permet, et on viole les dispositions du droit international. Faire des juges dans une ambassade, prendre des biens, piller une ambassade, sortir avec des biens, on vient aussi de tout le monde. Parce que le juge français l'a permis. Est-ce qu'on peut permettre ça en Afrique? On rentre dans une ambassade, et parce que l'ambassade de la France, on prend les biens, on sort, on dit bon, il y a un Français qui a acheté, mais si c'est le Français qui a acheté, respectons l'ambassade par la voie du droit international. Donc ces éléments-là peuvent nous amener à discuter avec nos collègues journalistes sur un plateau. Malheureusement, nous n'avons pas l'occasion. Vous maintenant, vous n'êtes pas français. Parce que ça vous intéresse, parce que ce dossier, il occupe l'actualité aujourd'hui en Occident. Les biens mal acquis, bien mal acquis. Malheureusement, il n'y a que 3 chefs d'État en Afrique. Sur les 52 États ou 53 États, il n'y a que 3 chefs d'État. C'est le Congo, le Gabon et la Guinée. Mais on ne voit pas comment est-ce que les Russes ont acheté toute la France, comment est-ce que les Chinois ont acheté, comment les Arabes ont acheté. Et tout ça, ça paraît normal. C'est quand c'est un Africain qui fait ça. Voilà pourquoi nous disons, il y a 2 poids, 2 mesures. Pour une presse crédible, sérieuse, on peut dire. Mais Transparency, apparemment, vous nous voyez les biens mal acquis qu'on a fait sur 52 pays. Il n'y a que 2 pays, il n'y a que 3 pays. Apparemment, vous nous voyez qu'il n'y a que Sassou, il n'y a que Bongo, Bongo fils ou Bongo père à son nom, Bongo fils, il n'y a que Obiang Nguema et son fils, qui sont les seuls au monde à mal acheter leurs biens en Europe ou en France. Est-ce qu'on peut pas aller plus loin? Quand vous faites comme ça, ça laisse à désirer pour une presse sérieuse peut dire Yangui sous roche. Parce que on sait très bien, ce n'est que pour personne, quand vous regardez la France, les biens ne sont pas que des biens achetés par l'Afrique. Et on peut penser qu'un Russe qui achète, il est forcément honnête. Un Chinois qui achète, il est forcément honnête. Mais quand les Chinois viennent en Afrique, les Occidentaux pensent qu'ils sont malhonnêtes. Mais en France, là, ils ne sont pas malhonnêtes. Ils achètent tout comme ils veulent. Alors, nous sommes où? Voyez-vous, c'est ça le drame. Et c'est ça malheureusement le drame. Alors, quand elle arrive sur ce point, moi je me pose la question de savoir, dites-moi, est-ce qu'à un moment on ne peut pas se dire, la presse européenne ou occidentale a certainement de comptes à régler avec les chefs d'État africains, par le biais des hommes politiques qui sont en Europe, qui veulent qu'un tel dégage pour qu'un tel autre prenne la... Puisque ce qu'il dit les États, c'est des intérêts. Les opposants dans chaque pays sont sollicités pour qu'ils racontent ce qu'ils veulent du pouvoir en place en Afrique et ça devient un relais. Et les jeunes, moi j'entends William Bourdon dire, ben écoutez, nous avons déclaré cette affaire des biens mal acquis parce qu'on voit des mamans qui mettent au monde dans l'hôpital, qui jettent les enfants du 2e étage parce qu'il n'y a pas moyen de manger, l'argent est pillé par les chefs d'État africains. C'est la pitié, c'est la vraiment pitié de l'Afrique. À lui de commencer à dire, les banques françaises, pourquoi acceptez-vous de valider l'achat d'un bien acheté par un chef d'État africain, par un fils de chef d'État africain, comme vous savez, c'est bien mal acquis. Comme vous savez que vous ne pouvez pas avoir l'origine justifiée de ces enfants-là. Il s'attaque tout juste à l'achat sans regarder tout le processus d'acquisition que je viens de débattre ici. J'ai l'impression que non, l'argent part d'une malle, on donne à quelqu'un, on a la maison. Donc on aurait pu dire, non, s'il y a une responsabilité établie, la responsabilité c'est celle de l'État français. L'État français qui copine
qui marche dans le faux, qui accepte d'établir des actes faux parce que l'argent est d'une origine frauduleuse. Mais il ne parle pas de ça. Tu entends un chef d'État africain bien mal acquis. Mais il a acquis ce bien comment? Les notaires sont corrompus, les banques corrompues, les démarcheurs immobiliers corrompus. Et l'État français se met à prélever les impôts sur un bien mal acquis. Alors nous sommes où là? Merci, cher Asie Dominique de Marseille. Merci pour cet éclairage. Il faut espérer que les chefs d'État africains que nous avons cités vous auront entendu. Il faut espérer que nos pays grandissent et fassent en fait preuve ou fassent confiance à ce journalisme d'investigation pour que la parole ne soit pas toujours mal utilisée par la presse occidentale. Merci à toi, cher Asie, et bon retour au Congo. Merci beaucoup, mon cher. Merci beaucoup. Merci. Merci.